moi. Ton truc. Ça c'est bon ça. Tu vas kiffer, Gérald. Bon. Là, c'est pas du tout rangé. Ah, il nous fait chier, il veut que tout soit rangé en plus. Non, non, mais j'ai peut-être la lumière. Regarde, avec Ah bah là, il y a qu'à aller en face. Hein. À l'époque, c'est Oh l'entrepôt qu'on cartonnait, quoi. Ouais. On le cartonnait, il n'y avait pas le mur, là, on sautait, là, on montait les poteaux, là, et on allait cartonner, on se faisait courser. Voilà. C'est notre terrain de jeu. Quoi. Regarde. Attends, il faut absolument faire une photo de toi avec ça derrière et Le masque, alors, peut-être. et la vis. J'ai commencé tout de suite à m'inspirer, tout de suite, qu'on s'appelle de ce que faisait Mode Tout, Bandeau, je sais pas, aussi ce que je voyais sur Danse Pré-Canard, Tess Voyard, après quand c'est arrivé, quand le bouquin est sorti. Et j'ai mélangé un petit peu, l'abstraction avec aussi la lettre. Au début, j'étais parti tout de suite sur le lifestyle, des lettres vachement compliquées, indéchiffrables et tout, parce que ça m'impressionnait. Ensuite, je suis revenu un petit peu sur mon style en me basant plus sur le détail, justement. Parce qu'en fait, c'est assez facile de faire des choses qui sont compliquées, parce que tu noies un peu le poisson, quoi. C'est-à-dire que même si tu as des défauts, des courbes qui sont pas jolies, des lettres qui sont pas forcément équilibrées, ça se voit pas, parce que tu vas mettre plein de fleuritures autour, et si en plus tu as un peu de talent au niveau des couleurs, et que tu sais dessiner, c'est tu vas avoir celui du dessin ou de la perspective, ça va éblouir un peu les gens, tu vois, et du coup tu vas effacer le fait que tu maîtrises pas bien tes lettres. Donc après je me suis remis en question, grâce à mes potes, à d'autres influences que j'ai eues, comme quand je suis rentré dans les Hazards en 91 avec Sino, qui lui venait d'une école de Garande, qui faisait de la typographie, donc ils étaient vachement à cheval sur dessiner une lettre, qu'elle soit bien équilibrée, qu'elle soit belle et tout ça. Donc du coup je suis revenu sur la lettre un peu plus simple. Et après, de cette lettre un peu plus simple, après j'ai recommencé à la compliquer. Donc en fait, maintenant, je me base vachement sur la lettre et sur l'esthétisme de la lettre. J'essaie quand même que malgré la complexité du dessin au final, que la lettre soit existante. C'est-à-dire que, bien sûr, à ma façon de la voir et avec mon évolution, mais elle est toujours existante. C'est-à-dire qu'il y a un travail de lettre. Et c'est vrai que c'est souvent peu accessible, sauf pour les puristes qui suivent vraiment l'évolution du graffiti et qui acceptent de faire une recherche dans tout ce qui est déchiffrage des lettres, comment on a déformé la lettre, toute l'évolution qu'on lui a apportée. Comme ça, là, on parlait tout à l'heure de ce sketch, ça a été une inspiration médiévale, un peu guerrier, un peu à l'époque je m'inspirais, c'était un peu Warcraft ou le film 300, enfin voilà, c'était voilà, donc il y a le S, c'est un S dragon, il y a le 2 à la fin, c'est comme une espèce de licorne, enfin tu vois, donc il y a tout un délire derrière. Le K, on dirait une masse d'armes, voilà, un truc un peu avec des boucliers, comme ça. Donc il y a un travail de lettres. C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas du monde du graffiti, ça leur paraît étrange, ils comprennent pas trop, ils regardent ça comme ça, ils ont du mal à rentrer dans le jeu. Mais dès qu'on commence à rentrer dans le jeu, on commence à comprendre et tout ça, et à voir l'évolution qu'on s'appelle de mes sketchs, on y prend goût, quoi. Et après, ça a tout son sens, en fait. Voilà. Mais le détail est important, ça devient important. Tu vois. Mais tu es très connu pour ce sens du détail, le jeu sur le lettrage, le lifestyle, etc. Alors, tu as toujours été fidèle aussi à Nanterre, à ton quartier, à la Défense. À partir de quel âge tu commences à prendre une bombe et aller dans la rue? Alors, j'ai commencé par le tag. J'ai commencé en 88 dans les Black Dragons, donc une bande de banlieue ouest, voilà, la plus grande bande de France. On peut en parler 2 minutes des Black Dragons. Ah, c'est connu, voilà, mon histoire est connue au niveau des Black Dragons. Voilà, c'est un gang. C'était un gang, voilà, on était dedans. Il y avait forcément, comme ça, c'est un gang qui arrivait au milieu des années 80, donc forcément,
c'est avec l'émergence du hip-hop, donc c'était lié à toute la culture qui va avec, américaine, le rap, tout ça. Mais c'est un gang mythique. Dans le gang, t'étais le seul à dessiner ou Non, il y avait Croy tout, qui était dans les parties des FBI aussi, il faut le savoir. Dans les Black Dragons, il y avait Croy tout, qui était avec Darko au FBI. Donc les gens le savent pas, il était très connu aussi, Croy à l'époque, tu vois, après il a arrêté le graffiti, je sais pas, il a fait son chemin. Mais il y avait aussi des taggers, il y avait des gens qui taguaient comme ça par rapport au gang, et c'est comme ça que j'ai connu, j'ai commencé à prendre cette impulsion de fait d'avoir la démarche de taguer mon nom et mon gang, tu vois, le nom de mon gang. Et ensuite, en 89... Donc toi, t'avais quel âge? T'avais 14 ans quand tu commences à rentrer dans le gang? T'as quel âge? Alors, 14 ans, non. Non, j'avais pas 14 ans, j'ai 14 ans, je suis rentré au lycée professionnel en fait. D'accord. J'étais orienté en 6e, non 5e. Et donc dans la même année, je fais connaissance avec des Black Dragons, donc peut-être, vas-y, on va dire 16 ans. 15-16 ans, ouais, 15-16 ans. Pas moins, non, 14 ans, non. Et ça devait être 87-88, j'ai commencé à fréquenter les Black Dragons. 88, je suis rentré avec eux à fond, voilà, j'étais tout le temps avec eux. Alors tout à l'heure, j'ai commencé fin 88 à taguer, j'ai du mal à donner une date en fait. Hein. Ouais. Je taguais Strive à l'époque, je taguais pas Chuck. Ouais, t'as changé de nom. Ouais, j'ai changé de nom, ouais. T'as commencé à taguer Chuck à partir de quelle année? À partir de 89. D'accord. 89. Alors tout à l'heure, tu évoquais Mod2, qui est un mythe absolu avec Bando, etc. T'as eu l'occasion de peindre avec Mod2 à l'époque? Alors Mod2, on s'était dit qu'on allait se faire une fresque ensemble, à l'époque il m'avait proposé, chose que après on s'est pas recroisé, on l'a pas fait, mais du coup on l'a peint sur train. Donc, on s'est mangé quand même, tu vois, on s'est dit bon, voilà, on va faire un peu de vandale, on l'a peint sur train ensemble, sur le même wagon, donc après on l'a peint au jour J, mais c'est beaucoup plus tard, quoi. C'est en 2009 le jour J, donc après on s'est revu des années après, puis on l'a peint sur le même mur. Mais avec Bando d'ailleurs, qui était là. Sur train, j'ai peint avec Boxer aussi. Le célèbre Boxer, qui est à son âme. Voilà. Donc on n'a pas fait de fresque ensemble, mais on a fait un train, quoi. D'accord. Alors là derrière, là dans le décor, je vois un Schtroumpf. J'ai vu que tu avais participé à la vente Arcurial il y a quelques semaines, où tu as cartonné, puisque tes 2 toiles sont parties, je sais plus, à 3000 ou 5000 euros, quoi. Donc est-ce que c'est pas un petit peu la reconnaissance, j'allais dire, du milieu d'art sur Shop2? Tu as eu du mal à rentrer dans le rang, dans le sens où au début ça t'intéressait pas tellement la galerie. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on passe du mur à la galerie? Ça a été quoi un peu le cheminement? C'est vrai que ça fait un peu polémique dans le monde du graffiti, le fait d'avoir l'automatisme de faire des toiles ou de les vendre, des choses comme ça. Mais curieusement, il y a une différence d'ailleurs. C'est une différence, mais après c'est une différence qui est liée plutôt à, comment ça s'appelle, chaque personne en fait a sa propre sensibilité et a son propre passé. Pourquoi il fait du graffiti? Il n'y a pas un graffiti, en fait, il y a des graffitis. Dans un même mouvement, il y a plusieurs tendances en fait. Et tu verras dans tous les mouvements, que ce soit politique, religieux ou non, l'être humain il est comme ça. Il y a toujours une extrême droite, une extrême gauche et un juste milieu. Et c'est vrai que moi quand je suis rentré dans le graffiti, je ne me suis pas posé la question est-ce que j'ai le droit de faire des toiles ou pas. Je suis rentré dans le graffiti en sachant que c'était quelque chose de contestataire. C'était lié, moi personnellement, mon histoire personnelle était liée au gang. Ensuite, j'y ai connu un côté artistique parce que je voyais la gare de Cergy et de la Défense qui était magnifique et tout, je voyais des graphes partout et ça m'a donné envie de faire comme eux. Donc après, j'ai eu une démarche plus artistique, donc même si je lâchais pas le tag sauvage, vandale, qui était plus pour moi une publicité en fait, une publicité imposée partout, plus t'en mettais, plus t'étais connu. C'était un peu c'était un game en fait, t'étais dans une concurrence en fait, et c'était lié aussi à l'adolescence, etc. Mais j'ai toujours vu les graffiti artistes autour de moi peindre sur un sac, sur un blouson, peindre sur... On a toujours fait des sketchs, donc le sketch c'est la base. Tu vois, le sketch c'est la base. T'es bien obligé de faire un sketch au début, et en soi ce sketch il est aussi une œuvre. Il est une œuvre, la preuve, les gens veulent les conserver, conservent les sketchs et certains les vendent, mais ils veulent les acheter. Donc en soi c'est une œuvre. Donc
passer du sketch, après refaire ton sketch sur une toile, je vois pas la différence. C'est exactement la même chose, c'est la même démarche. Et si on regarde bien les graffiti artistes américains, tous, pratiquement, enfin tous ceux, dès le départ, ont fait des expositions. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu la démarche de vouloir sortir de l'ombre à un moment pour briller aussi. Voilà. Un bright, tu vois, c'est vrai. Puis pour conserver aussi autrement Voilà, je veux dire, voilà, regardez, j'ai du talent. J'existe, même si je viens d'un ghetto ou je viens d'une banlieue, entre parenthèses défavorisée. Il y a des talents qui sont émergents, etc. Et d'un seul coup, tu veux sortir et tu veux sortir de l'ombre à la lumière. Maintenant, il y en a d'autres qui vont faire du graffiti pour la pure adrénaline, qui veulent tout péter, tout saccager, machin, et puis ça va faire, ils vont passer un temps de leur vie dans ce mouvement, puis après ils vont disparaître, et puis ils vont rentrer dans le rang, parce qu'en fait on rentre tous dans le rang. À un moment, voilà. C'est un peu utopique de se dire, voilà, tu vois, on se révolte contre je ne sais pas quel système, ou j'en sais rien, tu vois, puis à la fin, on paye tous nos impôts, on est tous, voilà, on se marie, on a des mormeaux, et puis voilà, et puis du coup, à la fin, que tu le veuilles ou non, tu rentres dans le rang. Voilà. Donc tout ça, c'est une polémique, maintenant, au début, ça me prenait un peu à cœur, parce que c'était souvent virulent sur les sites internet, tout ça, ouais, c'est des vendus, ils vendent leurs graphes, machin, et j'ai dit, mais attends, je me dis, j'ai pas signé de contrat, moi, quand je suis rentré dans le bon graffiti. Je suis pas rentré dans une secte, je sais pas, tu vois, j'ai pas rencontré Raël, ou je sais pas, tu vois, non. On m'a pas dit, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, non. Au contraire, c'est la liberté, je suis libre. Maintenant, c'est vrai, voilà, et ça, on peut pas le cacher, c'est qu'il y a quand même un certain... des codes, alors je sais pas comment on voit ça, des codes de déontologie, voilà. C'est vrai que souvent, c'était lié, le respect du graffiti artiste, il passait déjà par son passé dans la rue. Aujourd'hui, maintenant, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire qu'on voit des articles qui vont être vendus dans les ventes aux enchères ou des galeries, etc., qui n'ont aucun passé dans la rue, ou alors c'est un passé de 6 mois, où tu vois, tu as fait un collage par-ci, un collage par-là, avec Internet, c'est diffusé mondialement, on dirait que tu as tout pété, mais en fait, tu n'as rien fait du tout, tu as juste fait, voilà. Mais il y a des gens qui s'assument dans ça, il n'y a pas de souci, tu vois, ceux qui s'assument, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que souvent, c'est lié, le respect, il est quand même lié à ton passé dans la rue. Voilà. Mais c'est pas le cas pour les collectionneurs, ils s'en foutent quoi, du passé du graffiti artiste, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son historique, etc. Je pense que c'est deux mondes différents en fait. Voilà. Donc maintenant, moi, je me pose pas la question en fait. C'est-à-dire que je lis les deux, je lis la peinture dans la rue, qu'on va dire underground, ou voilà, et la fresque aussi, la fresque murale qui est purement graffiti, dans un terrain vague, hein, et la peinture sur toile. Maintenant, les gens sont libres de ne pas appeler ça du graffiti. C'est-à-dire, si vous voulez pas l'appeler du graffiti, les gens ne veulent pas l'appeler du graffiti, bah, qu'il l'appelle autrement. Je sais pas, et même Alain Billy-Kaiser qui appelait ça du pressionnisme. Voilà, par exemple. Voilà. Street art. Ou du street art. Après, street art, c'est générique. C'est un terme générique, un peu une marmite, là, on met tous les légumes. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu as fait un... Je sais pas moi, à la rigueur, t'as collé quelque chose sur un poteau, c'est du street art. Quoi. Donc, le graffiti art comme nous on l'a vécu, c'était quand même vachement lié à la... C'était essentiellement lié à la lettre, et en fait, moi j'appelle ça l'art d'écrire son nom. Voilà, c'est de sublimer en écrivant ton nom. C'est l'art pour moi d'écrire son nom. C'est-à-dire t'écris ton nom, mais d'une façon personnelle, et tu attires l'œil et t'en fais, t'as fait de ton nom et de ton écriture de l'art. Voilà, c'est la typographie moderne ou la calligraphie moderne. Quoi. Voilà. Ouais, une autre façon de voir la calligraphie. C'est d'ailleurs ça qui est extraordinaire. Dans le monde entier, on utilise les mêmes lettres, et dans le monde entier, tout le monde s'est mis à jouer avec les lettres pour en faire des œuvres d'art. C'est effectivement. Et voilà, c'est kiffant. Et en plus, c'est abordable à tout le monde. C'est-à-dire que là, comme je voyais ta fille qui m'a posé une question, elle me dit vous savez très bien dessiner. Je ne suis pas un dessinateur. Je ne passe pas des heures à dessiner, je ne fais pas de bande dessinée, je ne suis pas un spécialiste du dessin. Mais par contre, à force de déformer les lettres et de dessiner des lettres, ben du coup, j'ai réussi à y mettre une espèce d'esthétisme et un équilibre. J'ai réussi, grâce à ça, à prendre un peu la perspective, chose que peut-être j'aurais pas maîtrisée si j'avais pas fait ça, c'est-à-dire que ça m'aurait pas intéressé. Du coup, maintenant, en y rajoutant la perspective, de l'ombre, de la lumière, mélange de couleurs, tout ça, donc on apprend d'autres choses et on sublime la lettre et ça devient entre guillemets un dessin. Mais je suis pas dessinateur.
Alors, cet art t'a fait voyager dans le monde. Tu t'as été où avec le graffiti? Déjà dernièrement, dernier voyage, c'était je reviens de Dubaï et du Qatar. Dubaï, je faisais partie de l'équipe organisatrice et artiste invité aussi, avec donc Futura 2000, Futura 2000 les Bled. On l'est rentré dans le record des Guinness, 2014. On a fait la plus grande toile du monde. Ah oui, c'est vrai. Ouais. La plus grande toile du monde à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Ils ont les moyens, c'est tout. Je veux dire, on n'aurait pas fait ça à Paris parce que personne n'aurait osé le faire. Et puis il faut quand même, il faut y mettre de l'oseille et de la volonté. Eux ils l'ont fait. Bon, voilà, ça s'est passé à Dubaï parce que quelqu'un a eu l'idée, ils l'ont proposé, ils ont dit oui. Voilà. Donc on a fait la plus grande toile du monde là-bas. J'ai pu peindre avec Futura 2000. On a fait une fresque ensemble. En fait, j'ai fait comme ça s'appelle, un graffiti en arabe. Et dont lui, il a participé on a fait le fond ensemble en fait. Ouais. Voilà, donc il y avait. C'est génial. Voilà, c'était une bonne expérience de rencontrer Futura et puis de peindre avec lui. Et après, j'ai eu un plan sur le Qatar et j'ai bossé aussi en Arabie Saoudite. Curieusement, il y a du graffiti depuis presque 10 ans en Arabie Saoudite. Donc, un des premiers magasins, des premiers shops de graffiti qui s'appelle Iwaya, qui m'ont contacté par le biais de El-Cid. De El-Cid, il m'a dit écoute, j'ai des potes là-bas qui ont fait qu'on s'appelle un. Tu connais bien El-Cid? Oui, je connais bien El-Cid. Il est en vente, j'ai vu sur. Oui, il marche très bien. C'est joli ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Voilà, et puis en plus, il a donné une autre image du graffiti dans le monde arabe aussi. Il est tunisien, lui, Il est tunisien, ouais. Donc, moi, je faisais du graffiti en arabe depuis 95, mais je le faisais timidement, je le faisais de temps en temps. J'avais fait quelques fresques, quelques sketchs et tout ça. Et le site, lui, il a ramené de la pêche à ça. Et puis il a réussi à propager son art un peu partout dans le Moyen-Orient. Donc c'est lui qui m'a contacté pour travailler avec ces gens-là en Arabie Saoudite. Et du coup, moi, j'étais étonné. Je lui ai dit, il y a du graffiti en Arabie Saoudite. Et donc du coup, j'ai fait quelques fresques là-bas, sur place. J'ai rencontré les graffeurs locaux de Jeddah, j'étais à Riyad et à Médine. Et j'ai même été curieux, j'ai même vu du Vandal là-bas. Ah ouais. Moi, j'oserais pas. Oui, j'oserais pas. Mais en fait, ils sont à fond dedans, quoi. C'est-à-dire qu'ils kiffent ça. Alors je pense que ça correspond un petit peu avec l'émergence d'Internet, tu sais. C'était vachement branché sur Internet, peut-être Facebook, mais en fait ça a explosé là-bas. Donc maintenant il y a 2 magasins là-bas, il y a même 3 magasins de graffiti en Arabie Saoudite que je connais. Et je pense qu'il y a du graffiti aussi au Koweït, enfin tu vois, il y a même un festival qui est organisé je crois tous les ans. Voilà. Et puis prochainement je vais peut-être invité au Nigeria. Voilà, c'est pour parler. D'accord. Bon. J'ai pas en Tunisie aussi avec El-Cid. Dans un festival que El-Cid, un de ses potes, était à l'origine. Alors tes projets, c'est quoi aujourd'hui? Là pour l'instant, je vais me concentrer plutôt sur la toile. Ouais, je vois que tu bosses beaucoup en ce moment, que tu produis. J'ai envie de produire plus de toiles. Et puis j'ai peut-être une ou 2 expositions à faire dans une galerie à Paris, et puis peut-être avec vos amis au mois de juin. Ouais, t'es invité en tous les cas. Voilà. Et voilà les projets. Pour l'instant, je vais juste Est-ce que tu as quand même le sentiment qu'on s'intéresse de plus en plus à toi? Parce qu'il y a quelques mois, il y a une maison de vente qui s'appelle Blanc Moto Auction qui t'avait mis comme première page du catalogue. Enfin, genre, c'est généralement des John One ou autres qui ont le droit à ça. Donc voilà, là, effectivement, tu as cartonné dans les dernières ventes. Toi, tu prends ça plus sérieusement ou qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe un truc? Je sais pas. Blanc Manteau, j'avais fait j'avais fait 2 ventes chez eux. Ouais. Ça s'était bien passé. Et la première vente, leur affiche, je les avais un peu charriés, quoi. Je leur ai dit écoutez, c'est vachement commercial, mettre une meuf à poil, on prend une affiche, bon ça va, c'est bankable, c'est ça, tu vois. J'ai dit vous voulez faire de la street, mettez du graffiti la prochaine fois. Et du coup ils m'ont contacté, ils me disent ouais tu vas être content, on t'a sélectionné, voilà, tu fais partie de, voilà,
de l'affiche, et voilà, donc du coup ils ont mis du lettrage, quoi. Mais est-ce que le choc d'aujourd'hui a pas mis aussi un peu d'eau dans son vin? Parce que moi je l'ai connu où on était justement beaucoup dans le lettrage. C'était pas, il faisait pas du Mickey, hein, comme je dis méchamment, sans porter préjudice à celui Graffito ou d'autres. Et puis là, je vois que voilà, tu t'es mis dans l'air du temps aussi par rapport à ce que les collectionneurs demandent, parce que c'est évident que bon, je sais pas, ça doit leur rappeler aussi leur enfance, etc. Ça nous parle aussi à nous, mais alors je vois que justement que les Schtroumpfs, tu leur mets pas leur tête. Donc je me dis, est-ce que justement c'est pas la nouvelle marque de Choc? Pourquoi? Parce que sur celui qui était en vente là, qui est parti à 5000, j'ai vu que le Schtroumpf aussi, tu lui avais enlevé son visage. Ouais. Bon, alors c'est vrai que c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, mais j'ai pas envie non plus de recopier les cartoons, quoi. Donc il faut que il y ait une touche personnelle. Donc c'est vrai que curieusement, si on rajoute un peu de dessin à son graffiti, ça aide ça le rend plus acceptable, on dirait. Tu vois, c'est-à-dire que les gens vont y prêter plus attention. Voilà. Maintenant, moi j'aime pas aussi non plus faire des choses qui me plaisent pas. C'est-à-dire que si je le fais, c'est que ça me plaît. Voilà. Je l'assume totalement. C'est-à-dire que si je rajoute du dessin dans mon graffiti, si je rajoute un peu d'univers un peu de BD, c'est parce que ça me plaît. Voilà. Sinon je le ferai pas, je vais pas me forcer, quoi. Voilà. Et dans le graffiti, il y a toujours eu des b-boys, il y a toujours eu... Voilà, d'ailleurs j'ai énormément de sketchs que j'ai fait à l'époque que j'osais pas faire en fait. J'osais pas les faire. Mais donc aujourd'hui, maintenant je les sors et voilà, j'ai d'autres idées encore de thèmes. Bah, j'aime bien quand même y mettre un thème. Bon là, comme celle-là, là, bon, les deux sont pas terminés. Elle est magnifique. Voilà, celle-là, il y a un thème caché, quoi. Voilà, voilà. C'est le chat qui pisse sur la paix, c'est ça? Voilà, en gros. Voilà, ça s'appelle le chabotage. Voilà. Donc je m'amuse aussi en même temps. Il y a un peu de politique, il y a un message, voilà, c'est subtil. Alors derrière, tu prends, je vois, t'as marouflé un plan de Paris, c'est ça? Ouais. Derrière. C'est vrai que là, en ce moment, depuis 2 ans, là, je suis vraiment sur le thème du métro parisien. Ouais. Enfin, en fait, c'est le vandal en fait. Je suis quand même sur le thème du graffiti. Voilà, le graffiti, ça vient quand même de la rue. C'est né dans la rue et ça a attaqué beaucoup les trains et les voies ferrées. Donc c'est mon univers, c'est dans lequel j'ai évolué. Donc forcément, il faut que je le retransmette dans mes toiles. D'ailleurs, c'est de là que je viens. C'est ça qui a fait me connaître aussi. Je veux dire, si j'avais pas tagué dans la rue, mon nom ne serait pas propagé partout en France. Et donc je peux pas le renier et ça fait partie de mon univers. Donc je le mets à l'affiche, quoi. Oui, d'ailleurs dans les 2 toiles que tu as vendues, j'ai vu, il y en a une, c'était French Kiss. J'ai pensé au magazine que tu connais bien. C'était un clin d'œil pour le magazine, ou qui est un vrai magazine de puriste en fait. Ouais, c'est un magazine de puriste, ouais. Sur lequel tu es toujours en fait. Donc, ouais, enfin les gens ne le savent pas, mais anonymement j'y suis. Voilà. Ok. Mais French Kiss, ouais, c'est un des derniers magazines papier qui est encore propagé, enfin qui est encore diffusé, notamment par Marquis Art, qui est encore diffusé en France. Ouais. Il sort tous les 6 mois, tous les ans, il y en a 1 ou 2 qui sort. Et dedans, il y a le graffiti Made in France, un peu aussi Belgique, etc. Et c'est uniquement sur le train. Donc le French Kiss, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit clin d'œil à ce magazine. Alors, pour faire un tableau comme celui-là là, qui est au mur, ça prend combien de temps? Alors, c'est en 2 étapes. La première étape, c'est la création en papier. Donc voilà, ça, je peux pas le quantifier. C'est-à-dire que je peux rester une journée à dessiner, comme je peux passer une semaine, parce que j'y arrive pas, parce que voilà. Alors si je veux faire du graffiti vraiment compliqué, du sketch avec du wax style, tout ça, c'est vrai que des fois je peux prendre plusieurs jours pour pouvoir faire une maquette, vraiment une maquette, et ensuite la réalisation. Il me faut aussi une semaine pour la réalisation, entre les temps de séchage, tout ça. Voilà. Puis voilà, il y a toujours des hésitations. J'aime bien regarder une toile longtemps aussi, revenir dessus. J'aime pas faire une toile et hop, c'est fini. Non. Donc c'est beaucoup de travail. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en fais plusieurs à la fois. C'est pour ça que celle-là elle n'est pas terminée, celle-là elle n'est pas terminée. Il n'y en a aucune qui est terminée. Celle-là elle n'est pas vraiment terminée, il y a encore quelques détails. Celle-là elle n'est pas vraiment tout à fait terminée. Celle-là aussi, en fait, j'essaie de travailler sur plusieurs toiles à la fois. Comme ça, celle-là sèche. Celle-là, voilà. Là j'ai fait le collage. Et puis en même temps, comme ça au moins je les regarde pendant plusieurs semaines et je change d'avis. Je suis constamment en train de changer d'avis en fait. Ne serait-ce que sur les couleurs.
Si je regarde une toile trop longtemps, je vais la retoucher. Voilà, il faut pas la laisser trop longtemps dans les mains parce qu'à la fin, elle va plus me plaire ou je vais voir un petit détail, je vais voir changer. Ouais. Des fois, c'est bien, hein, une toile que je n'osais pas sortir et puis 3 ans après, je l'ai reprise et d'un seul coup, elle était mortelle et je l'ai vendue direct. Ouais, mais elle m'a mis 3 ans, peut-être plus de 3 ans, elle a dans mon atelier. Quoi. Il m'a fallu 3 ans, le déclic, tiens, ça y est, j'ai bossé une journée de plus ou 2 journées de plus comme ça m'a pris un matin et hop, d'un seul coup, j'ai trouvé mortel et hop, j'ai sorti. Bien, bah donc le 3 juin prochain, il y aura une expo, tu seras à la tête d'affiche de la plage de Boran-sur-Oise, qui est un magnifique bâtiment art déco où il y aura une grande expo de street art. Quelques-unes de mes toiles d'ailleurs de collectionneurs aussi seront présentes. On sera ravis de t'accueillir. Et puis si tu as le temps de nous faire un mur, je viendrai avec les bombes pour que tu puisses faire le show en live. Voilà. Volontiers. Merci de ton accueil. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde.